Mais depuis plusieurs années, la guerre est entrée dans une nouvelle ère. Les champs de bataille ont cédé la place aux guérillas urbaines et aux actions terroristes. Les armées régulières s'opposent à des groupes aux contours diffus. Face à ce bouleversement, les forces militaires doivent revoir leur stratégie de combat. Désormais, les fantassins se retrouvent en première ligne sur les théâtres d'opération. Équipés d'armes nouvelles, appuyés par des robots et des drones, ils deviennent de plus en plus furtifs, de plus en plus mobiles et surtout de plus en plus forts. Alors, jusqu'où peut aller cette transformation des soldats? Demain, les combattants deviendront-ils des Terminators, des guerriers aux capacités démultipliées? Dans le monde entier, chercheurs, industriels et états-majors rivalisent d'ingéniosité pour augmenter toujours plus le pouvoir des fantassins. Sur les champs de bataille et dans les laboratoires les plus secrets des armées, la course aux soldats invincibles et surpuissants a commencé. L'Iran, l'Irak, le Koweït, l'ex-Yougoslavie ou encore l'Afghanistan. À l'aube du 3e millénaire, la guerre a marqué de son empreinte funeste de nombreuses régions du monde. Mais aujourd'hui, la guerre a changé de visage. Les combats se déroulent au cœur des villes et les ennemis sont constitués de groupes mal définis et insaisissables, des miliciens, des terroristes, des organisations mafieuses. Ce qu'on constate, par exemple, depuis la fin de la guerre d'Algérie, donc depuis maintenant 50 ans, plus de 50 ans, c'est que l'armée française, qui a mené environ 400 opérations militaires depuis cette période, n'en a mené que 4 contre des armées régulières au sein de coalitions. Tout le reste, ce sont des affrontements contre des organisations armées, des organisations irrégulières dans un cadre asymétrique. L'adversaire va utiliser au fond des armes que nous ne possédons pas. Nous allons trouver en face de nous des gens qui vont utiliser le terrorisme, les attentats, les explosifs improvisés au bord des routes, qui vont faire des prises d'otages. Dans ces conflits d'un nouveau genre, les populations civiles sont étroitement mêlées aux combattants. L'usage de frappes aériennes, l'utilisation de chars ou d'armes lourdes se révèlent ainsi extrêmement risqués. C'est donc les troupes au sol qui se retrouvent au cœur des combats. Et pourtant, pendant des années, l'infanterie, la plus vieille fonction dans l'art de la guerre, a été le parent pauvre des armées. Les équipements sont peu à peu devenus obsolètes et les soldats plus vraiment adaptés aux guerres du XXIe siècle. Le combat du fantassin, il n'a pas beaucoup évolué en réalité depuis la Seconde Guerre mondiale, alors que les combats dans les autres milieux ont beaucoup évolué. Si vous avez une patrouille d'avions Rafale qui fait un bond dans le temps et qui se retrouve face à des avions de chasse allemands de 1944, il n'en fera qu'une bouchée. Si vous faites un bond dans le temps de fantassins français actuels, vous les ramenez en 1944 face à des soldats allemands, c'est pas si évident que ça. Parce que, là aussi, on n'a pas connu la même évolution. Après avoir été longtemps laissée de côté, l'infanterie est redevenue indispensable sur les théâtres d'opération. Dans tous les pays, les armées mettent au point d'ambitieux programmes pour moderniser leurs troupes. Nous sommes dans l'est de la France, dans le quartier du 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg. Un régiment qui tient une place historique pour l'armée française. Il est le plus vieux d'Europe. 5 siècles d'histoire. Il est aussi le premier à avoir reçu un équipement ultramoderne. Nom de code, Félin, pour fantassin à équipement et liaison intégrés. Ces militaires s'équipent aujourd'hui pour un entraînement bien particulier. Vous avez bien allumé vos systèmes?
Vous me les allumez tous. Derrière les treillis militaires et les casques d'apparence ordinaire se cache un attirail ultra perfectionné. Vous allez vous me pluguez bien vos équipements de tête. Sous les ordres du caporal-chef Nicolas Abbé, ce groupe doit apprendre à travailler avec un véritable condensé de technologie. Chaque soldat est équipé de puces GPS, de caméras embarquées, de lunettes à réalité augmentée et surtout d'une arme et d'un système de communication à la pointe de la technologie. Vous me pluguez vos FAMAS sur votre gilet. Caméra reçue. FAMAS, c'est le nom donné aux fusils d'assaut utilisés traditionnellement par les troupes françaises. Une arme sur laquelle a été ajouté en 2010 un équipement inédit, une lunette de tir électronique. Cette lunette est dotée d'un pointeur laser et d'une caméra ultra haute résolution. Accrochée au fusil, elle est reliée par câble à un petit écran et même à un œilleton amovible placé sur le casque du soldat. Lorsque le soldat vise, les images capturées s'affichent ainsi en temps réel devant ses yeux. Grâce à ce viseur de précision, les combattants peuvent augmenter leur portée de tir. De jour, mais aussi de nuit, en passant la caméra en mode infrarouge. Je peux détecter un ennemi jusqu'à 700, 800, 900 mètres en terrain, si le terrain me le permet, et délivrer des feux si nécessaire jusqu'à 400 mètres de nuit. Avant, on plafonnait à 100, 150 mètres, grand maximum. Nos ennemis ne sont pas capables de ces choses-là. Nous les voyons avant que même nous voient. Ok, 600, vision déportée. Mais surtout, avec cette lunette dernière génération, le combattant peut réaliser ce que l'on appelle des tirs à visée déportée. Sur une zone particulièrement dangereuse, il peut rester à couvert, à l'abri des tirs ennemis, et viser sa cible comme si elle se trouvait juste en face de lui. Le système a déjà fait ses preuves en Afghanistan, où a combattu la 3e compagnie du 1er régiment de Sarrebourg. Le lieutenant Matsev y a commandé une section félin, déployée sur place en 2011 et 2012. Sur une hauteur, on occupait un sommet. Les conditions climatiques étaient très mauvaises, notamment le brouillard, et notre visibilité normale était juste à 2-3 mètres. Et grâce à des systèmes thermiques, on a pu déceler les personnels présents à 100 mètres, à 200 mètres. Voir plus loin, augmenter la précision et la distance des tirs, quelles que soient les conditions extérieures. La lunette électronique du FAMAS a contribué à rendre les soldats plus furtifs, plus discrets, plus efficaces. Aujourd'hui, ce dispositif a d'ailleurs été étendu aux autres armes équipant les fantassins français. Des armées de plusieurs pays ont aussi manifesté leur intérêt et envisagent sérieusement d'équiper bientôt leurs troupes. Ok. Mais dans l'art de la guerre, il existe une autre fonction primordiale que la puissance de tir. Il s'agit de la communication. Laissez-vous derrière, laissez-vous un petit peu derrière pour que de... Allez, le sergent vous recueille, le sergent vous recueille. Sous le casque de protection du soldat, on le distingue à peine.
Le bandeau qui entoure la tête du combattant joue à la fois le rôle de microphone et d'écouteur. En appui, 600. Prendre pied sur la façade face à nous à 25 mètres, puis poser un appui face bâtiment 36 afin de recueillir 300 pour reprendre la progression afin de prendre pied dans le bâtiment 36. 300, 600, faites l'aperçu. Il fonctionne non pas par la transmission aérienne des ondes sonores que l'on génère lorsqu'on parle, mais il récupère simplement les vibrations de la boîte crânienne et il transmet non pas au tympan de l'oreille, mais directement à l'oreille interne. Golfe 11, mission pour toi. Reconnaissance des abords immédiats est et ouest de Badjub. Le soldat active le dispositif en appuyant simplement sur un bouton de son arme. Dès qu'il bouge la mâchoire et fait vibrer ses cordes vocales, les ondes sont captées et transmises aux autres casques. L'oreille interne des destinataires interprète alors les vibrations comme des mots parfaitement audibles. Même à plusieurs dizaines de mètres de distance, les hommes peuvent ainsi communiquer par de discrets chuchotements. Lorsque l'opérateur a besoin d'être très discret en particulier, il peut parler de façon très basse comme je suis en train de le faire actuellement et la communication se fera de la même façon que lorsqu'on parle de façon normale. Ce casque révolutionnaire possède également un autre avantage. Ici, pas de gros écouteurs entourant les oreilles, qui sont donc laissés libres pour distinguer les bruits extérieurs. Tout en communiquant, les combattants peuvent rester à l'affût du moindre risque et se révèlent donc beaucoup moins vulnérables. Mais ces innovations ne sont encore qu'un début. Déjà, certains spécialistes envisagent aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin, de permettre aux soldats de parler sans ouvrir la bouche, et même de lire directement dans les pensées de leurs frères d'armes. De l'autre côté de l'Atlantique, l'armée américaine s'est depuis longtemps engagée dans la modernisation de ses fantassins. Les laboratoires les plus prestigieux du pays se sont lancés dans des projets inédits, où la réalité pourrait bientôt rejoindre la science-fiction. Nous sommes au laboratoire de neurosciences d'Albany, à 250 km de New York. Ici, le docteur Gerwin Schalk et ses collègues étudient depuis de longues années le fonctionnement du cerveau humain. L'un de leurs objectifs, mettre au point un système de communication par télépathie. Imaginez des soldats sur un champ de bataille. Ils sont entourés de bruits très forts. Et il leur est difficile de se concentrer et de communiquer par la parole. Grâce à la communication par télépathie, ils auront accès à de très nombreux nouveaux modes de communication, soit entre eux, soit vers le poste de commandement central. Comment un tel système pourrait-il être possible? Depuis une dizaine d'années, Gerwin Schalk et son collègue Anthony Ritaccio effectuent des tests sur des volontaires épileptiques. Les neurologues travaillent avec des patients sur lesquels ont été implantés des électrodes à la surface de leur cortex. Dans un premier temps, ils leur ont demandé de réfléchir à un mouvement. Le programme que les chercheurs ont mis en place permet alors d'observer en temps réel les aires du cerveau activées. Nous avons découvert que certaines fonctions du cerveau possèdent une identité électrique, une localisation et une fréquence qui leur sont propres. Nous pouvons non seulement identifier la zone du cerveau et la fréquence électrique associée au mouvement de la main, mais surtout, nous pouvons décoder des fréquences et des localisations qui ont été modifiées en l'espace de millisecondes, lorsqu'une main est tournée dans le sens des aiguilles d'une montre, ou dans le sens inverse. Et du coup, nous sommes à la fois en mesure de prévoir des mouvements et également d'anticiper l'intention de mouvement. Les chercheurs sont ensuite allés encore plus loin. Grâce à un logiciel ultra perfectionné, ils sont parvenus à décoder de simples mots imaginés par les participants. Ces mots contiennent des phonèmes. Par exemple, le mot lead, mener, contient le phonème I. Lorsque la personne pense à un mot,
Nous collectons les signaux du cerveau, qui sont ensuite analysés par un ordinateur chargé de décoder, de manière correcte comme ici, quel phonème était contenu par le mot auquel la personne pensait à l'instant. Grâce à cette impressionnante technique, il est maintenant possible de dicter un mot sans prononcer un seul son. Ce matin, un volontaire réalise un test. Des électrodes sont placées au contact de son crâne, sous une cape conductrice qui permet de capter le moindre signal électrique. Il doit ensuite tout simplement penser à un mot et l'épeler dans sa tête. Vous avez le droit d'épeler n'importe quel mot de votre choix, d'accord? Vous devez simplement vous concentrer sur le capteur de votre choix. Et à chaque fois que l'ordinateur émettra un flash, vous pourrez passer au caractère suivant. Vous venez d'épeler parfaitement bien le mot bonjour en français. Dicter des mots et des phrases à une machine par la simple force de la pensée. Le dispositif mis au point par Gerwin Schalk et son équipe doit encore être perfectionné. Mais déjà, il ouvre des perspectives immenses en matière de communication. Sur les champs de bataille, certains imaginent déjà des soldats bioniques, le crâne hérissé d'électrodes, capables littéralement de lire dans les pensées de leurs collègues. L'une des possibilités serait d'installer des implants très discrets, qui ne nécessiteraient qu'un petit trou dans le crâne. Dans cette hypothèse, il serait alors possible que le soldat reçoive un implant qui resterait en lui, à la manière des plaques d'identité que les soldats portent au quotidien actuellement. La technologie nécessaire à l'installation de tels implants n'existe pas aujourd'hui. Mais plusieurs groupes de chercheurs autour du monde travaillent actuellement sur les composants respectifs de ce type d'implant. D'ici 10 à 20 ans, Gerwin Schalk et Anthony Ritaccio espèrent mettre au point de tels dispositifs. Des casques capables de capter et de décoder les signaux neuronaux, puis de les transmettre à d'autres. Il faudra que ce système marche dans les deux sens. Il faudra qu'une première personne soit porteur d'un implant capable d'interpréter son intention de dire un mot, par exemple. Celui-ci devra ensuite être transmis. Puis, la personne située à l'autre extrémité sera en mesure d'interpréter ce signal et de le reconvertir en mots. Groupe 11, 2 Charlie Delta et 2 blessés graves. Déjà, ces recherches commencent à poser d'innombrables questions. Tu confirmes un Delta Charlie Delta et 2 blessés graves. Pour votre sécurité, je vais vous demander de reculer jusqu'au temple. À quel point peut-on modifier les hommes pour les doter de nouvelles capacités? Quels soldats accepteraient de se voir implanter des électrodes dans le crâne pour mieux servir leur nation? Dans les années à venir, ces recherches en neurosciences s'accompagneront sans doute d'un vif débat éthique au sein des armées et de la société civile. Mais déjà, les militaires seront bientôt équipés de capteurs. Placés sur le combattant, mais pour l'heure non invasifs, ils pourront permettre de connaître l'état opérationnel du soldat. La science permettra-t-elle un jour de détecter les signes pathologiques chez un combattant pour qu'il soit mis en recul quand il n'est plus capable d'agir sereinement? Nous sommes à la Direction générale de l'armement, la DGA. Sa mission, concevoir, développer et tester tous les équipements des combattants de l'armée française. Dans ce lieu, tenu à l'abri des regards, est testé le matériel militaire en développement qui rejoindra les forces terrestres. Ici, c'est un tout nouveau système de capteurs physiologiques qui est en phase de test. Son principe, transmettre en temps réel des informations sur l'état opérationnel du soldat. Ces capteurs sont positionnés sur le casque ostéophonique qui équipe déjà les forces félins. Donc, alors on va allumer l'appareil pour mettre en marche. Ils mesurent en continu 3 paramètres particuliers. La température du corps, le rythme cardiaque et l'existence ou l'absence de mouvement. Ces données sont ensuite instantanément traitées par un logiciel spécialisé qui définit alors si l'individu est en état d'agir ou s'il doit être secouru.
GV2 parler. Pas bien reçu. En combinant les données de ces capteurs physiologiques qui seront directement montés sur le bandeau, on va pouvoir connaître l'état d'activité du fantassin. Et par exemple, s'il y a absence de pouls et absence de mouvement, on pourra craindre le pire, surtout si le capteur de température indique des données qui ne vont pas également dans le bon sens. CDG à GV1, parlez. Bien reçu. Donc là, sur ce graphe-là, au fur et à mesure, la pulsation cardiaque va se visualiser, ce qui nous permet d'avoir le suivi. L'objectif est d'assurer un meilleur soutien aux fantassins et de pouvoir intervenir au plus vite en cas d'accident. Si ces capteurs devraient bientôt équiper les soldats français, sur cette version, il n'est pas encore envisagé de contrôler le stress du soldat. Pourtant, un des déterminants importants lors des combats. Car le combattant du XXIe siècle, transformé et bardé de technologie, est pour l'heure toujours un humain, avec son stress et sa propre capacité à réagir à des situations difficiles. Quel que soit l'équipement, sur les terrains de guerre, la violence, le danger et la mort sont permanents. Le combat, c'est une zone très particulière où les individus se déforment. C'est comme la gravité pour la physique. Lorsqu'on s'approche des objets à très forte gravité, les lois se déforment. Là, c'est pareil. Lorsque vous êtes dans une situation de combat, vous n'êtes plus tout à fait le même. Soit vous êtes stimulé, vous avez des capacités en plus, d'un seul coup, capacités cognitives, des capacités physiques. Pendant l'espace de quelques minutes, de quelques heures, vous êtes un super héros. Ou alors, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que vous avez une réaction d'inhibition. C'est-à-dire que le corps vous dit, voilà, n'y va pas, et vous empêche d'aller face au danger. Allez, continue. Dans les combats en zone urbaine, les ennemis de plus en plus diffus et mêlés aux populations rendent les terrains de bataille encore plus stressants qu'autrefois. Le soldat doit faire face à plus de tensions, mais il doit aussi être plus rapide, plus mobile et surtout prendre des décisions plus rapidement. Le commandement militaire doit donc être au plus près de ses troupes. L'information se partage toujours plus vite, entre toujours plus de protagonistes. Soldats sur le front, commandement, état-major, le champ de bataille devient numérique. Nous sommes au Sanzub, le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine. Ici, plus de 10 000 militaires viennent s'entraîner chaque année dans une ville entièrement reconstituée. Joffrecourt, sa place du village, sa pharmacie, son lieu de culte, tout a été pensé pour être au plus près des théâtres d'opération. Pourtant tout est faux, sauf le réalisme avec lequel s'entraînent ces soldats. Pendant 15 jours, ils vivent, dorment et s'exercent à l'assaut ou au maintien de la paix sous l'œil avisé des instructeurs. Ok, go! Unique en son genre, le Sanzub attire même les armées étrangères. Nous retrouvons le 1er régiment d'infanterie en plein exercice. Cet écran, que l'on voyait utilisé par les soldats pour les tirs à visée déportée, est en fait le cœur du système combattant du XXIe siècle. C'est ce qu'on appelle une interface homme-machine. Ok, prise de vue reçue. Grâce à cet équipement, les soldats sont tous connectés à un réseau informatisé. Équipés d'un GPS, ils sont localisés en temps réel. Sur la base arrière, le commandement dispose alors d'une cartographie très détaillée de la situation sur le terrain. Dans le combat moderne, nous avons maintenant ce que nous appelons la numérisation de l'espace de bataille. C'est l'outil informatique mis au service du chef tactique
de manière à avoir des situations tactiques de référence. Un peu comme les écrans que vous avez derrière vous. C'est-à-dire en bleu les amis, en rouge les ennemis et les différents effets marqués sur le terrain. C'est-à-dire que sur un théâtre d'opération, le chef peut avoir cette remontée d'informations. Ensuite, en déclinant, avec le système félin, on peut avoir une focale de numérisation de l'espace de bataille jusqu'au niveau du soldat. Le commandement fait le lien avec l'état-major, qui peut alors prendre des décisions tactiques basées sur des informations nombreuses et précises. Cartographie du terrain, mais aussi images provenant des satellites, des radars ou encore des drones militaires. Nous aurons de saisir un bâtiment. Mon colonel, dans la phase tactique, ce que je vous propose, une passe canon pour choquer le bâtiment 70. Très bien, je valide votre proposition, mon capitaine. Ces décisions sont ensuite transmises au plus vite aux fantassins. Sur le terrain, les ordres et les informations clés s'affichent sur l'écran de chaque homme concerné. Cette numérisation d'espace de bataille nous simplifie la tâche dans ce que l'on appelle les blue on blue fire. C'est le tir fratricide. En ayant géolocalisé chaque homme sur le terrain, on essaye de mettre toutes les chances de notre côté pour éviter ces tirs fratricides. On appuie ici, appuie, passe. Claire, pas clair. Claire. Première pièce. Si vous rentrez par 2 points d'entrée, attention au tir fratricide à l'intérieur. Aujourd'hui, plus que jamais, la bataille se gagne sur le terrain de la transmission d'informations. Ok, 11 m'a détecté, premier étage là-dessus. Plus vite la donnée sera transmise, de la façon la plus sécurisée possible, plus vite il sera possible de doubler le camp adverse. Mais dans cette nouvelle ère, comment gérer toutes ces sollicitations? Ne risque-t-on pas le trop-plein d'informations? C'est ce que craint Michel Goya. La difficulté qui peut se passer, c'est effectivement une surabondance d'informations, une pression cognitive très forte qui s'ajoute au stress et qui finalement vous paralyse plutôt qu'il n'augmente vos capacités. Dans un univers extrêmement anxiogène, le combattant peut parfois perdre pied, trop stressé pour agir correctement. Le mec, c'est pas connu là. Visite au revoir. Ok, il y en a un qui gère l'escalier. La réalité augmentée est basée sur quelque part une aberration, c'est celle de confondre information et compréhension. Et on imagine, l'idée c'est que plus on va informer et plus l'autre va comprendre. Mais c'est faux. Au bout d'un moment, le combattant est sursaturé d'informations et de toute façon, il ne peut pas en faire de la compréhension. Et donc ça, c'est un véritable problème. Quand il va avoir cette réalité augmentée dans son viseur au moment de tirer, est-ce qu'au fond, il va se poser la bonne question, ai-je le droit ou pas de tirer à ce moment-là? C'est pas du tout évident. Poisson, 2 personnels. Blessé? Oui. Non, j'ai un personnel blessé. Un personnel blessé, léger ou grave? Léger, c'est bon. Combien de blessés chez toi? L'informatisation du champ de bataille est aujourd'hui une réalité avec laquelle les hommes doivent apprendre à travailler. Mais plus les technologies progressent, plus le risque grandit de voir apparaître une surabondance d'informations. Au-delà de l'excès d'informations, un autre phénomène peut aussi handicaper le soldat dans le feu de l'action. Il s'agit tout simplement de la charge de l'équipement. Armes, lunettes électroniques, gilets connectés, ordinateurs de poche, toutes ces nouvelles technologies alourdissent le fantassin. Pour alimenter tous ces systèmes, il doit transporter dans son sac à dos de lourdes batteries. Pour plusieurs experts, le félin est adapté à un soldat statique, mais il est peu manœuvrable pour un soldat à l'assaut. Le gilet balistique additionné au système félin, lui-même additionné aux équipements divers et au sac à dos, engendre un poids qui peut être relativement important, de l'ordre de plus 40 à plus 45 kg. Ce surpoids étant essentiellement généré par la nécessité d'accroître les protections balistiques, notamment vis-à-vis de l'Afghanistan. Mais comment éviter d'épuiser les hommes sous le poids de leurs équipements? Comment faire face à une surcharge croissante sans nuire à la mobilité des troupes? Pour de nombreux spécialistes, il faudrait augmenter artificiellement la force des fantassins.
Retour au centre de test de la Direction générale de l'armement. Décupler les forces des militaires, c'est à ce rêve vieux comme le monde qu'est en train de donner vie la société française RB3D, sous la forme d'un gros robot humanoïde dans lequel vient se glisser le fantassin. Son nom, l'exosquelette Hercule. Dans le jargon militaire, Hercule appartient à la catégorie des cobots, les robots collaboratifs. Sa mission, assister les hommes pour leur permettre de porter des charges extrêmement lourdes. C'est une sensation assez étrange parce qu'on ne ressent plus le poids qu'on a sur le dos. On peut porter jusqu'à 40 kg et on ressent seulement 4 kg de par épaule. Donc il faut avoir conscience qu'on a une charge sur le dos même si on ne la ressent pas. Et donc c'est un petit apprentissage nécessaire au début de l'utilisation de l'exosquelette. Le fonctionnement d'Hercule est relativement simple. Chaque articulation de l'exosquelette est animée par des moteurs électriques indépendants. Dès que le soldat commence à esquisser un geste, les membres robotisés suivent le mouvement. Ils n'anticipent pas, mais ils accompagnent, agissant en quelque sorte à la manière d'une direction assistée. À chaque pas, ce ne sont plus les muscles de l'homme qui portent le poids, mais la structure du robot. Notre perception de ce type de robot, que l'on appelle les cobots, la fonction, donc, c'est vraiment ça. C'est la collaboration avec l'homme. C'est-à-dire que quand on est soumis à des charges importantes, eh bien, le fait qu'un système robotisé accompagne l'homme, ça lui permet d'aller plus loin et surtout de conserver toutes les capacités de l'homme pendant les opérations. Pour l'instant, Hercule est encore peu mobile et assez lourd à transporter. Aujourd'hui, à l'état de démonstrateur, il n'a donc pas vocation à combattre directement sur le terrain. Mais un jour, il pourrait être utilisé en base arrière pour porter des charges lourdes. Aux États-Unis, la DARPA, l'agence de défense américaine, envisage d'ores et déjà d'aller beaucoup plus loin. Dans les laboratoires du prestigieux MIT à Boston, un exosquelette de dernière génération est actuellement à l'étude dans le plus grand secret. Son nom, Talos. Cette cuirasse futuriste ressemble à s'y méprendre au héros de la bande dessinée Iron Man et surpasse les rêves les plus fous des ingénieurs français. Comme l'exosquelette Hercule, il permettrait aux soldats de transporter les équipements lourds et lui donnerait une force accrue, tout en étant beaucoup moins encombrant que son pendant français. Les chercheurs américains explorent également une nouvelle piste. Ils tentent de développer une armure révolutionnaire, une fine enveloppe de liquide que porterait le soldat et qui ne gênerait pas ses mouvements. Mais dès qu'une balle percuterait cette enveloppe, elle deviendrait instantanément solide et se transformerait en armure infranchissable. Pour l'instant, cette technologie est encore à l'état de recherche et c'est peut-être même une chimère. Mais jusqu'où la bataille vers le soldat le plus high-tech, le plus invincible, le plus fort, va-t-elle mener ? 3,6 milliards d'euros par an en France et même 60 milliards de dollars par an aux États-Unis. Les budgets des armées alloués à la recherche illustrent une course sans fin. Nous sommes toujours condamnés à la recherche technologique, à avoir une technologie de plus en plus avancée qui augmente le coût de nos équipements, donc en diminue le nombre. On est dans une surenchère permanente, on est condamné à adopter les standards américains dont rien ne prouve qu'ils soient efficaces. Oui, les standards américains ont permis aux armées américaines de faire tomber Bagdad en 3 semaines. Et alors ?
Et alors, où en sont-ils en Irak? C'est le chaos. Cauchemar pour les uns, rêve pour les autres, le soldat du futur est un homme augmenté. Le mythe d'un Terminator surpuissant et infatigable demeure. Pour l'heure, ces projets de fantassins mi-homme, mi-machine restent encore cantonnés au laboratoire des armées. Mais déjà, sur le terrain, les robots ont fait leur apparition aux côtés des humains. Des robots compagnons ou assistants, véritable prolongation du corps des soldats. Dans le sud de la France, un objet volant identifié survole les pins. Ce drone miniature joue les espions discrets au-dessus de nos têtes. Nous sommes chez Novadem, dans la banlieue d'Aix-en-Provence. Ici, une petite équipe d'une dizaine de salariés travaille à la conception du micro-drone NX-110. Tel un ange gardien du fantassin, sa mission sera d'aller explorer les zones hostiles, pendant que le soldat restera embusqué. Le drone est vraiment, véritablement, finalement, l'œil déporté du fantassin. Donc c'est d'une part, c'est d'être très discret, d'arriver sur une zone en finalement à peu près à 60 mètres, on l'entend plus. Grâce à son niveau sonore, il est très faible. On arrive aussi à avoir une vue, finalement, une vue aérienne qui est très rare pour un soldat, qui lui souvent est proche du sol, même des fois, on va dire accroupi. Là, finalement, il a une vision aérienne d'une situation, donc il a une vision d'avance parce qu'il a un champ de vue élargi. Le fantassin le porte sur le dos et le déploie pour aller voir ce qui se passe. Il pourra être utilisé en milieu urbain, par exemple, avant d'arriver dans un village ou dans une zone jugée dangereuse. Il permettra aussi d'observer sur les toits la présence de snipers. Le NX-110 peut voler jusqu'à 12 mètres par seconde et a une autonomie de 20 minutes, ce qui lui permet de travailler dans un rayon de 2 km autour du soldat. Est-ce que tu peux nous monter la caméra, s'il te plaît? La caméra thermique permet de transmettre des vidéos de surveillance de jour comme de nuit. Et surtout, le drone peut être connecté au système félin qui équipe les soldats français. Dès lors, la transmission d'informations se réalise instantanément. Le NX-110 est actuellement en phase d'expérimentation à la DGA. La Direction générale de l'armement finance aussi d'autres projets en développement, comme le drone Libellule. Impressionnant par sa discrétion, ce nanodrone pèse 20 mg pour une envergure de 6 cm. À l'inspiration de ce projet, un insecte volant. Le nanosystème est bio-inspiré et possède les mêmes caractéristiques mécaniques que l'original biologique, la libellule. Ces drones-là fonctionnent sur le modèle animal, c'est-à-dire que on a une ou deux paires d'ailes qui battent et qui permettent de faire voler l'engin. Et cet engin, il a donc son énergie embarquée et il a soit une caméra typiquement pour capter une information visuelle,
soit des écouteurs acoustiques pour détecter des sons. Aujourd'hui, œil déporté du fantassin, demain ces micro-drones seront-ils aussi son arme? Un jour, disposeront-ils de la capacité de tuer, comme leurs aînés de l'armée de l'air? Pour l'instant, la DGA s'y refuse. Et les experts français s'accordent à dire que ce n'est pas le virage qu'il faudrait prendre. Regardez quel sentiment ont les armées et les populations dans lesquelles on utilise justement des armes à distance, des drones, etc. Ça génère une haine froide, une haine froide contre ceux qui utilisent des armes sans se mettre dans la capacité d'accepter la mort. Mais c'est une espèce de règle qui font que si vous faites la guerre quand vous n'êtes plus du tout à armes égales, vous générez tellement de haine et de rancœur que vous allez peut-être gagner la première bataille, mais qu'au fond, vous allez créer beaucoup plus de mal que vous n'aurez résolu de problèmes. Dans le ciel comme sur terre, les robots assistent de plus en plus les soldats et sont même souvent les premiers sur le front. À la DGA, les ingénieurs organisent d'ailleurs les tout derniers tests sur une autre machine. Ce robot qui équipe déjà les forces françaises, le Minirogène. Il ressemble à une simple voiture téléguidée. En réalité, il permet de rechercher d'éventuels engins explosifs. Ce petit robot terrestre est équipé d'une caméra embarquée. Le soldat le pilote à distance. Sur son écran de contrôle, il peut ainsi repérer des objets suspects, comme ces câbles qui pourraient être reliés à une bombe. Observé, fureté, le robot se faufile partout, même là où le soldat ne pourrait pas passer. Ces robots deviennent de précieux auxiliaires pour les militaires, parce qu'ils les éloignent de la menace. Mais serait-il un jour capable de remplacer les humains dans les missions de renseignement? Les experts en doutent. Pour l'instant, on imagine assez mal des robots dans les rues pour aller voir la population, prendre la température, prendre des renseignements, discuter, boire le thé et de distinguer entre la voiture qui fonce dessus avec quelqu'un qui est complètement affolé au volant et qui est complètement paniqué, et puis distinguer du terroriste qui vient se fracasser sur vous en explosant. Ça, pour l'instant, un robot n'est pas capable de le faire et on est encore très loin de tout ça, quoi. Direction les États-Unis. Depuis 2006, la société Boston Dynamics travaille sur un robot d'un nouveau genre, Big Dog, aux allures de gros chiens. Impressionnant par son réalisme, il a pour vocation la base arrière des champs de bataille. Ses missions, déblayer les terrains après une explosion ou porter les charges les plus lourdes. Ses 4 jambes se rechargent d'électricité un pas après l'autre et soutiennent un poids de près de 180 kg sur une trentaine de kilomètres. Mais surtout, ce que l'on croyait autrefois impossible est devenu réalité. Big Dog est un robot autonome. C'est un ordinateur de bord ultra perfectionné qui gère l'orientation, la direction et la distribution d'énergie entre les différents moteurs situés dans les pattes. Un gyroscope détermine l'orientation et la voie à suivre pour parvenir au but de la mission assignée. De plus en plus, les robots viennent à l'appui des militaires. Surveillance, déminage, déblaiement, port de charge, ils sont de véritables compagnons d'infortune du soldat. À tel point que parfois, un curieux mélange des genres s'opère. La chercheuse américaine Julie Carpenter est l'auteure d'une thèse sur les relations que les soldats entretiennent avec leurs robots. Et les résultats de son étude sont plus que troublants. Les soldats adoptent des comportements divers face aux robots. Certains leur donnent un nom, souvent celui de leur femme, de leur petit ami ou de leur animal de compagnie. Ils interagissent avec les robots comme avec un animal, parfois même comme avec un humain. Des sentiments peuvent même se créer. Ainsi,
Lors des entretiens qu'elle a menés pendant plusieurs années avec des soldats américains, certains lui ont raconté avoir pleuré lorsque leur robot a explosé sur une bombe. Tout ce qui accroît votre attachement à une machine, toute présence sur laquelle vous comptez jour après jour, peut avoir des effets sur votre capacité à prendre une décision. Et s'il y a des effets sur votre prise de décision, alors il y en a également sur l'issue de la mission. Si vous devez prendre une décision extrêmement rapidement, que vous devez vous demander si vous acceptez que votre robot soit mis en danger, même si une petite partie de vous hésite, cela peut être un facteur clé dans toute opération militaire. Le robot, compagnon du soldat, prend de plus en plus de place sur le champ de bataille. Bientôt, remplacera-t-il le militaire dans ce qui est l'essence de sa fonction? Vivrons-nous dans un monde où les robots se feront la guerre? Décidera-t-on d'armer les drones terrestres? Ou bien la capacité de tuer doit-elle être réservée à l'homme? C'est sans doute parce que la mort des soldats est de moins en moins acceptée par nos sociétés que la tentation est grande de vouloir faire combattre des robots. Cette idée soulève cependant de nombreuses questions. Daniel Suarez est expert en haute technologie et auteur de romans d'anticipation. Il prévient des effets dévastateurs d'une armée gouvernée par la technologie. Nous en sommes aujourd'hui capables. Aucun obstacle technologique ne peut nous empêcher d'avoir accès à des armes létales autonomes. Elles peuvent être littéralement fabriquées en l'espace de quelques heures, à partir de systèmes existants. Il existe actuellement en Corée du Sud 2 stations d'auto-snipers qui sont capables de mener des opérations de manière autonome, de détecter des cibles humaines et de leur tirer dessus, de prendre elles-mêmes cette décision de tirer. Elles ne sont pas aujourd'hui déployées à ces fins, mais c'est bel et bien une réalité. Ce serait donc un algorithme, et non un cerveau humain, qui déciderait de la préservation ou non de la vie d'un homme. À la différence d'un soldat, le robot n'hésitera pas à tuer. Encore jugé inacceptable pour des armées régulières, que se passerait-il si ces robots tueurs étaient captés par des terroristes ou des groupes paramilitaires? Si des sociopathes pouvaient programmer ou déployer de tels systèmes, ils se multiplieraient. On pourrait alors en faire des dizaines de milliers de copies et leur objectif serait reproduit. Voilà ce qui est inquiétant. Il est très difficile de programmer des humains, de les amener à faire le mal. C'est possible, mais cela demande une charge de travail énorme. Ce ne sera pas le cas avec les robots, surtout si on prend l'exemple des systèmes d'armes autonomes vendus sur le marché. On peut les programmer à faire à peu près tout ce que l'on veut, et ce très rapidement. Des hommes faits prisonniers, puis gouvernés par des machines. L'idée fait bondir le général Vincent Desportes. C'est important de le comprendre. La guerre des robots, c'est une aberration. Il n'y a que ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la guerre, ce qu'est l'affrontement des hommes, de leur volonté, qui peuvent imaginer qu'un jour, on se fasse affronter des armées de robots. Des champs de bataille envahis de robots qui s'affrontent au nom des hommes. Aujourd'hui, un tel scénario n'est pas encore d'actualité. Mais les soldats sont pourtant de plus en plus assistés par des machines dont les pouvoirs s'étendent chaque jour davantage. Alors, jusqu'où irons-nous? Demain, ces combattants de câbles et d'acier vont-ils remplacer les hommes en première ligne? Les 20 prochaines années verront l'apparition de nombreux robots autonomes, extrêmement bien intégrés, et pas seulement dans l'armée américaine. Qui sait ce qui se passera dans 100 ans? Je pense que nous continuerons à compter de plus en plus sur les robots et sur les drones contrôlés à grande distance. Alors, sont-ils les soldats du futur? Je pense que nous ne devrions jamais enlever l'humain de cette équation. Les technologies évoluent beaucoup plus vite que les réglementations et que notre façon de comprendre comment interagir avec les robots. Au sein des gouvernements et des états-majors du monde entier, la réflexion sur la place des robots dans les conflits est engagée depuis plusieurs années. Et les experts sont unanimes. Les soldats doivent à tout prix rester des êtres humains. Les hommes ont une éthique. Ils ont une responsabilité sociale et ils calculent les conséquences. Les machines de ce type ne le feront pas.
ne sais pas si l'armée française verra un jour la naissance de Robocop. Je pense qu'il est vraisemblable de constater que le fantassin, au fil du temps, sera de plus en plus numérisé, de plus en plus assisté technologiquement. Et quelles que soient les technologies et les manières de protection dont dispose le fantassin, je pense que le cœur du métier restera toujours l'homme. À la fin, la guerre, elle se gagne bien au sol. C'est un affrontement des volontés, un affrontement des hommes. Et la guerre, vous ne pouvez pas la faire faire la guerre par des robots, si vous voulez. Si les robots étaient suffisants pour gagner la guerre, on aurait depuis longtemps gagné la guerre en Afghanistan. Si nous vivions dans une trentaine d'années, dans un monde où les robots tueurs proliféreraient, je pense que nous vivrions dans un monde de guerre constante. Je ne veux pas dire la Première Guerre mondiale, mais plutôt à un conflit persistant comme au Moyen-Âge, où l'état de guerre était permanent. Nous serions tous des cibles, et plus personne ne serait soldat. Dans le monde entier, la science repousse toujours plus loin les limites pour créer un surhomme à la puissance décuplée. Demain, il nous appartiendra de décider si Terminator doit rester un personnage de science-fiction.